J'ai la chance, l'honneur, l'immense plaisir de recevoir l'équipe de Sens VR, qui est venue nombreuse au Printemps du Virtuel, pour venir nous parler d'un projet qui est à paraître, qui est une adaptation d'un roman graphique de Marc-Antoine Mathieu. On a vu un petit peu quelques extraits, on voit des espaces, on voit des perspectives. Comme aujourd'hui on ne peut pas encore voir véritablement, est-ce qu'on peut parler quand même de vos intentions ? Qu'est-ce que vous voudriez faire voir ou faire expérimenter à travers Sens ? Alors je vais d'abord parler de nos premières intentions. Bien pour sûr. montrer l'impact qu'a eu MAM en fait sur la déformation de ses intentions. C'est-à-dire qu'en fait avec Charles, quand on a transposé... MAM, Marc-Antoine Mathieu. Oui. Avec Charles, on avait donc eu ce storyboard presque tout fait sous les yeux. En fait, il y a une évidence qui nous a paru, c'était de jouer avec la vue première personne et troisième personne. Donc vraiment la désincarnation de l'avatar et de pouvoir sortir et de prendre conscience qu'on est un personnage dans un espace. Ça nous paraissait évident, puisqu'en fait, la BD est un peu conçue sur cette logique de jouer sur de la première personne par moment où on montre des grands espaces, et par moment où on voit vraiment le personnage prendre part à l'espace. Ça nous a paru évident, et en fait, quand on a proposé ça à Marc-Antoine, il nous a dit, ben non, en fait, c'est gadget. Pour moi, il faut incarner le personnage, il faut être vraiment dans ce rapport de cette vue-là. On peut jouer avec cette troisième personne, mais il faut plutôt que ça soit quelque chose de narratif, quelque chose qui crée un rapport entre le joueur et l'avatar. Et du coup, ce qui a été intéressant sur cette rencontre-là, c'est que très vite, on s'est rendu compte que toute la cohérence qu'on avait imaginée dans la BD, en la confrontant à Marc-Antoine Mathieu, il ne la voyait pas en fait. C'est-à-dire que pour lui, c'était... Il n'y avait pas forcément complètement de cohérence, sa BD, elle pouvait être démontée, remontée dans tous les sens, et ça a été assez appréciable pour nous créativement de nous dire « Ah non, mais faites ce que vous voulez de ma matière, c'est-à-dire transformez-la. » Et ça a été vraiment le point de départ après pour nos intentions, c'est-à-dire de construire quelque chose qui est autour de l'errance, un personnage qui erre dans un espace, et d'avoir une approche sur le rapport à l'espace. C'est-à-dire vraiment, on a des objets, on est guidé, on garde le propos de Marc-Antoine Mathieu de vraiment avancer, de suivre des choix imposés, plus ou moins, comme fatal. Et à côté de ça, on essaye d'avoir, en plus de ça, un rapport vraiment à l'espace différent, plus que la réalité virtuelle nous le permet, en fait, et que du coup, on va jouer des lignes d'horizon, des objets qui s'approchent de nous, d'objets qui vont être très très gigantesques et du coup apparaître très différemment en réalité virtuelle quand on se retrouve devant un monument de 20 mètres de haut. C'est pas le même rapport que à la BD où on voit juste le personnage devant le monument. Et du coup, on va essayer comprendre comment nos intentions prennent forme dans les nouvelles conditions entre guillemets créatives de Marc-Antoine Mathieu, mais qui finalement nous ont poussé dans une direction qui est loin d'être inintéressante, mais qui est sans doute moins jeu et plus narratif du coup. Expérience, ouais. C'est ça. Il y a vraiment cette idée dans le boulot original, c'est évident, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. J'aimerais bien qu'on en discute un petit peu, de faire justement jouer un petit peu les codes de la réalité. Quand tu parlais d'une ligne d'horizon qui devient un mur, il y a aussi une question comme ça où les choses ne sont pas ce qu'elles apparaissent être. En fait, ce qu'il faut déjà savoir au niveau de la réalité virtuelle, c'est que, et qui est sans doute un des problèmes rien que dans son nom, réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait, moins c'est réaliste, mieux ça marche. Et ça, la BD, pour ça, a ce côté fabuleux, c'est qu'en fait, la direction qu'on a réussi à trouver grâce à Nicolas, ça nous a permis vraiment de reconstruire cette logique d'un rapport à la ligne en 3D. Alors que là, le côté épuré des lignes offre un rapport en fait un petit peu particulier, puisqu'en fait on a le sentiment de presque être immobile en permanence. C'est beaucoup plus compliqué en fait de sentir le mouvement. Quand on est dans du blanc, on marche sur du sable blanc avec une ligne d'horizon qui ne bouge très très peu. Et du coup là c'est vraiment la couche sonore qui va venir apporter énormément de choses, puisqu'en fait on va créer une narration sonore au travers des pas. On va changer les matières, on va changer les surfaces, on va changer les rythmes en fait. Et du coup petit à petit on va aussi écrire une narration au travers du son. Et l'autre point aussi important par rapport à l'aspect de navigation, c'est qu'en fait, on va énormément tricher dans la mise en place du rapport à l'espace, où en fait, le joueur va des fois se demander si c'est lui qui avance ou si c'est les choses qui avancent vers lui. Tu parlais un petit peu de traduire cet univers dessiné en univers en fait en 3 dimensions et animé. Ça, je crois, Nicolas, que c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup travaillé. Pour rendre ça vivant, pour traduire aussi l'intention du dessin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce processus ? Oui, donc on a passé beaucoup de temps à rendre ça complètement invisible pour l'utilisateur de l'expérience. Et donc on a l'impression que c'est tout à fait naturel, mais il a fallu quand même travailler un petit peu parce que
Si on avait développé nous-mêmes l'univers, ça aurait été plus simple pour nous finalement d'arriver à une solution qui nous satisfaisait. Mais là, il y avait quand même toujours un peu... il y avait quand même l'auteur qui était là, on se substitue. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'illustration de l'architecture, par exemple. Donc il y a le geste quand même de l'architecte et il faut toujours être un petit peu dans le même ton. Donc on s'est même mis plus de pression que ce que l'auteur nous a mis, parce que c'était... il était assez satisfait. Il a vraiment un trait à la plume, il y a vraiment une intention, je trouve, dans le dessin. Ouais, mais il a fallu déstructurer les objets en 3D pour pas tomber dans ce qu'on appelle du CAD, donc avoir un rendu de dessin technique. Donc en fait, les objets, même très simples, sont très subdivisés, c'est un peu technique, mais pour obtenir des différences, il a fallu... Marc-Antoine ne change pas de stylo quand il dessine des objets loin, donc il a fallu aussi fabriquer ce qu'on appelle des shaders avec une épaisseur de trait qui soit constante en fonction de la distance des objets. Et c'est quelque chose où on ne savait pas trop comment en VR ça allait fonctionner, du coup, de ramener les plans, d'essayer de gommer de façon un peu artificielle cette profondeur. Donc quelque chose où on voulait essayer d'en mettre, donc ça c'était un petit peu compliqué. On avait aussi cette problématique que finalement le niveau de projection qu'on peut faire sur la pas tangible, mais sur la réalité de l'expérience qu'on vit, elle est donnée par le personnage, parce que c'est le niveau haut de représentation. Et c'est celui qui crée le trouble finalement avec la représentation très simpliste et même du vide. Et il suffit d'avoir le personnage dans le cadre pour comprendre qu'il y a un vrai problème, il y a une espèce de désordre sur le fait d'être dans un rêve, ou d'être... donc le personnage qu'on voit, c'est pas le définitif, on l'a beaucoup travaillé. Mais il y a des moments où on ne le voit pas, et donc du coup c'était un des enjeux de savoir comment ça allait résister, parce que Marc-Antoine Mathieu fixe le niveau de réalisme et le trouble en mettant son personnage au centre du cadre, où donc quand on voit le personnage, effectivement on comprend qu'il y a un problème de définition du monde dans lequel on évolue.